Bonjour, bonjour. Bon, j'ai pas l'habitude normalement de faire des vidéos sur YouTube, c'est ma première. Voilà, moi je suis infirmier maintenant depuis 15 ans dans l'hôpital public et je voudrais rebondir avec tout ce qui est de l'actualité, des choses qui sont dites, par de politique ou qui sont dites aussi au niveau des médias, certaines choses qui sont vraies, d'autres choses qui sont peut-être un petit peu moins vraies ou déformées. Donc l'actualité de l'hôpital est arrivée en premier plan en lien avec le Covid-19. C'est depuis maintenant 2007, on annonce des suppressions d'emplois, des suppressions de postes, des fermetures de lits. C'est un peu passé inaperçu. À l'époque, on était avec comment elle s'appelle déjà? Euh, Roselyne Bachelot, voilà, avec Roselyne Bachelot, qui était donc ministre de la Santé et a mis en place la T2A, la cotation à l'acte, à savoir que un acte médical prescrit égale une cotisation qui est redonnée pour l'hôpital, et ce qui permet de faire en sorte que les services fonctionnent. Donc là, sur le papier, c'est plutôt pas mal, mais il s'est avéré qu'il y a eu un effet pervers de cela. C'est-à-dire si à un moment donné un service n'avait pas la possibilité d'avoir que ce soit ou son effectif ou l'ensemble de ses prestations à taux plein, l'année d'après, eh bien le budget était réduit et très souvent ça passait par le nombre de lits, ensuite par le nombre de soignants. Et on en est arrivé, au bout de 10 ans maintenant, à un travail vraiment de SAP. Nous sommes dirigés par des fonctionnaires gestionnaires, absolument pas des soignants. Le pouvoir médical a perdu énormément de poids en l'espace de 10 ans. On ne les a pas entendus et donc on a fermé des lits sous conditions budgétaires. Alors il est clair qu'il faut faire des économies et qu'il faut arriver à faire un ensemble de sacrifices pour faire en sorte que l'argent public ne soit pas dépensé malencontreusement ou sinon gaspillé. Mais on est arrivé à un point où les soignants ont été mis à l'écart de leur propre fonctionnement. Et donc on leur a dit quoi faire, ce qui est arrivé donc à une situation où au bout de 10 ans, donc là je parle en fait d'une situation qui a commencé en 2007, nous sommes en 2020, on peut voir que les choses allaient à peu près bien jusqu'en 2012. Et c'est ensuite, après 2012, là, ça s'est accéléré. Fermeture de services, soi-disant pôle d'excellence dans certains hôpitaux, mais derrière on fermait des services de proximité ou des hôpitaux de proximité, ce qui fait que les personnes devaient aller se déplacer beaucoup plus loin. Donc plein de petites choses que peut-être les gens n'ont pas remarqué au fur et à mesure de ce qui a pu amener cette situation. Ça fait maintenant 5 ans que régulièrement les différents syndicats, ou même, je pense à Monsieur Patrick Pelou, qui est bien dans les médias, on en pensera ce que l'on veut, mais en tout cas son discours est clair et est resté le même, qui disait que le service des urgences, c'est la porte d'entrée de l'hôpital. On a souvent parlé des urgences qui étaient en grève, qui n'avaient plus de moyens et autres, mais il faut savoir que si les urgences souffrent de leurs conditions de travail, il faut imaginer ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire que ça ne suit pas non plus. Donc voilà, je tairai sur les restrictions budgétaires, les aberrations que l'on peut avoir quelquefois au niveau d'un service à un autre et la difficulté d'obtenir certaines choses basiques. Voilà, ça se trouve que je ferai une vidéo là-dessus sur les difficultés à obtenir ce qui pourrait paraître normal dans un service lambda. Voilà, sachant en plus que l'hôpital public au lieu de s'assumer lui-même, je pense pour la nourriture, je pense au linge, à toutes sortes de services, même je crois même pour les médicaments, enfin, on est tombé sur des prestataires, c'est-à-dire que l'hôpital public dépend de prestataires. Si à un moment donné le prestataire ne peut pas livrer, l'hôpital public ne peut pas être livré. Il faut savoir ça, c'est très important pour comprendre un petit peu ce fonctionnement. Bon voilà, un petit peu pour la situation.
Donc là, ça fait déjà 5 minutes. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Il y a des chiffres qui sont annoncés. Alors peut-être que ça fait bondir certaines personnes, ou je sais pas, qui se disent, bah, ils sont quand même bien lotis, ces soignants. Quand on annonce, ou quand un ministre comme Monsieur Douste-Blazy annonce que un aide-soignant est payé 1 500 € net et qu'un infirmier est payé 2 400 € net, faudrait qu'il revoie un petit peu les grilles, parce que un aide-soignant en début de carrière, c'est 1 200 € grand maximum avec les week-ends. Et un infirmier en début de carrière, c'est 1 500, allez, on va dire 1 550 € net avec les week-ends. Voilà, non prime. Alors après, je sais pas d'où il tire ces 2 400 €. 2 400 €, faut regarder un petit peu les grilles. On est à, je crois, 2 400 €, ça doit être en fin de carrière. Fin de carrière, donc on a 25 ans de boîte, on est bien épuisé, on en a bien ras-le-bol. Euh, voilà, pour les chiffres. Alors je sais pas d'où ils tirent leurs chiffres ou comment. Voilà, moi je sais que si je gagnais 2 400 € par mois, je me dirais, tiens, bah, j'ai un salaire conséquent, c'est quand même pas mal. Je parle de 1 400 € net, bien sûr. Voilà, ce qui n'est pas le cas du tout. On peut descendre de 500, 600, voire 700 €, voire même 800 € pour certains soignants, sachant que, en plus, l'augmentation de salaire est très très maigre. On augmente notre salaire, à savoir tous les 2 ans, et c'est au point et autres avec des échelons pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc ça peut aller de 30 € tous les 2 ans à un moment donné, un échelon qui est génial, 130 voire 150 €. Et après, il faut attendre 4 ans ou 5 ans avant de pouvoir se dire que on va avoir un échelon qui va nous permettre d'avoir ces 100 ou 150 € d'augmentation. Donc voilà, c'était un petit peu pour remettre en place euh, tout ça, parce que moi ça m'a fait bondir, sachant que vraiment, que ce soit les journalistes ou que ce soit les hommes politiques ou autres, ne savent absolument pas où en est, euh, où en est l'activité économique de leurs citoyens. Et donc là, au niveau public, ça craint aussi. Sur les conditions de travail, je crois que je ferai une vidéo vraiment spécifique de ça, parce que on n'imagine pas, sauf quand on se fait soigner, quand on se fait mal soigner, à savoir que ce soit les médecins, parce qu'on parle souvent des médecins, mais les infirmiers, les aides-soignants passent beaucoup de temps à faire de la paperasse, à établir des protocoles, à faire en sorte que ça, il y ait des petites croix pour que l'hôpital soit bien protégé de tout ce qui peut se passer légalement et autres. On a des copies de ci, des copies de ça, mais pendant ce temps-là, au niveau du patient, où il y a personne, parce il y a pas assez d'effectifs. Les soignants sont épuisés parce qu'ils courent à gauche à droite, et en plus, ils font beaucoup de paperasserie. Alors, l'avènement de l'informatique a en fait augmenté le taux de paperasserie. Paperasserie, c'est bien ça. Voilà. Je vais m'arrêter là. Et puis je vais voir si à un moment donné il y a des questions ou autres, vous pouvez me les mettre en dessous, des choses qui puissent vous intéresser, sachant que moi ça fait bientôt 15 ans que je suis dans ce système public. Donc j'ai vu l'évolution. Voilà, petit à petit, l'hôpital se dégrader et les moyens et humains et techniques et s'épuiser. Voilà, bon bah on verra sur une prochaine vidéo, un petit peu plus à l'aise ou autre, mais en tout cas je la poste. Posez-moi un petit plus si jamais ça vous intéresse, et surtout des questions pour que je puisse un petit peu préciser, que ce soit ma pensée, peut-être des formats un petit peu plus courts la prochaine fois. Voilà, merci et puis à bientôt. Au revoir.